Bonsoir à tous et bienvenue dans T'es dans le match, encore une émission passionnante. L'actualité du Stade brestois est de plus en plus passionnante cette saison. Nous sommes à la veille du barrage aller de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Le Stade brestois qui recevra pour commencer, ce sera l'un des thèmes de cette émission. 3 débats, vous le savez, c'est le principe, et des invités en plateau que je vous présente tout de suite, à commencer par Maël Moisan du Télégramme. Bonjour Maël. Salut Anthony, salut à tous et à toutes. Tu es venu avec une belle casquette, ma foi. Oui, on va commencer par ça. Du coup, j'assume le fait que Nantes soit battue régulièrement par le Stade brestois. Mais quand on est supporter, on les soutient dans la défaite comme dans la victoire. Et je pense que les supporters qui sont devant leur télé comprendront ça comme moi, quoi. On en reparlera du FC Nantes juste un peu plus tard. C'est sûr. Dans l'émission, je présente aussi ton collègue de la rédaction des sports de Brest, Antoine Ripoche. Salut Antoine. Salut Anthony, moi aussi une appétence pour Nantes, mais je me suis fait plus discret aujourd'hui. C'est tout à ton honneur. Merci. Et nous accueillons, comme chaque semaine, un abonné. Il s'appelle Philippe Pierres. Il nous vient de Plestin. Salut Philippe. Bonjour. Et alors, tu n'es peut-être pas un inconnu pour nos téléspectateurs. Ils t'ont peut-être aperçu dans quelques médias depuis tant d'années que tu suis non seulement le Stade brestois, mais aussi tous les clubs bretons professionnels. Explique-nous ça en quelques mots. Je suis tellement passionné de football que je vais voir le football de haut niveau près de chez moi. Donc, il y a 4 clubs de haut niveau, donc je suis abonné à 4 clubs. Mais avec une petite préférence quand même pour le Stade brestois. Donc, voilà. Mon premier abonnement date de 79-80. Ah bah, ça date. Voilà, la première montée en Ligue 1. Voilà. Et Brest a fait du chemin depuis. Voilà. Ouais. Et on va en parler dans cette émission, justement, de cette saison de plus en plus intense pour le Stade brestois, avec ce premier thème aujourd'hui dans l'émission qui s'intitule Brest sur tous les tableaux. Est-ce une saison encore plus incroyable que la précédente? Alors, messieurs, je vous écoute, un premier tour de table sur cette question précisément. Oui, mais parce que le oui, clairement, tu peux pas être en 16e de finale, enfin l'équivalent d'un 16e de finale de Ligue des Champions et ne pas dire que c'est incroyable. Tu peux pas être classé en Ligue 1 comme ils sont alors qu'on leur prévoyait que ce soit très compliqué et au final ils sont encore là, ils vont se maintenir tranquillement. Et la Coupe de France, quart de finale, malgré le parcours, ils sont encore là, oui. Et le mai, je vais juste terminer là-dessus, mais le mai, ils ont quand même fait podium l'année dernière, donc c'est difficile de comparer les deux. Tu fais un podium, c'était extraordinaire, et là c'est la saison en elle-même, quoi. Voilà. Antoine, toi qui les suis quasiment au quotidien, les Stade brestois, est-ce que les sensations sont les mêmes quand on voit les matchs dans différentes compétitions par rapport à la saison précédente? Moi, je n'ai pas connu la saison précédente, mais ce qui se passe cette saison, là où je rejoins Maël, c'est que en fait, la multiplicité des matchs par rapport à ce que font les concurrents en Ligue 1, effectivement, qui ont moins de matchs à jouer, la cadence de refaire une saison sur le podium, c'était et ça reste inimaginable. Et donc là, on en a encore... ils y sont pas, mais par contre, le fait de reproduire ces performances-là sur tous les tableaux, sans vraiment de coups de mou sur la durée, de période de creux, ça, pour moi, c'est ce qui fait la force du Stade brestois, c'est qu'on est en février, ça fait 6 mois, il n'y a toujours pas de moment de faiblesse, en fait. C'est pour ça, c'est incroyable. Et c'est ce que je mets encore au-dessus de la saison dernière, c'est cette régularité sur le long terme, quoi. Pour toi, Philippe, cette saison, elle est encore meilleure, encore plus incroyable? Je pense qu'il faut attendre surtout la fin de la saison. Il reste encore 3 compétitions à jouer. Si vraiment on continue sur ce rythme-là, on pourra dire qu'elle est supérieure à la saison dernière. Pour l'instant, on ne peut pas trop se prononcer. Bon, c'est la voie de la sagesse là, mais quand même un truc là-dessus, c'est que quart de finale ils égalent leur plus beau parcours en Coupe de France, donc de là ça c'est un fait. La Ligue des Champions 16e de finale, on n'attendait pas à ce qu'ils soient là et ils y sont. Et la Ligue 1, moi encore une fois c'est presque la Ligue 1 paradoxalement, parce que le parcours en Coupe fait quand même qu'ils ont pris des petites équipes, il fallait les passer. Mais la Ligue 1, moi je m'attendais vraiment à ce qu'ils luttent, ce que ce soit compliqué en début de saison avec le fait qu'il y ait tous les autres tableaux, enfin la Ligue des Champions à jouer. Au final non, ils sont tranquilles et ils peuvent même aller chercher l'Europe par le championnat. Et totalement. Et quand on voit en plus les adversaires qu'ils affrontent, on n'a pas l'impression que c'est eux qui ont joué il y a 3 jours. Quand ils ont joué des matchs en semaine, ils paraissent encore plus frais que leur adversaire qui a eu une semaine pour se préparer, quoi. Contre Nantes, c'est impressionnant. Nantes a eu la semaine pour se préparer et la maîtrise, elle est brestoise. Et le match de championnat déjà à l'aller, le 4-0, 4-1 là, avec un contre de Pereira Lage qui fait la passe derrière. Et en fait, ils sont cliniques en fait là-dessus. Et c'est en ça que Brest me paraît totalement différent. Quand ils ont des occasions comme ça en contre à 3 contre 2 ou à 2 contre 3, enfin même à chaque fois qu'ils sont en supériorité numérique, regardez comment ils finissent ce but-là. Nantes, il aurait raté cette occasion. Voilà, je prends l'exemple de Nantes, mais Brest, derrière, c'est clinique. Et Nesmelou, il met son but tranquillement. Voilà. Philippe, quand tu les vois jouer actuellement, parce qu'il y a eu peut-être différentes phases dans ce championnat, pour Brest, qui a eu
petit peu de mal en début de saison. Là, ça va mieux. On voit même à l'extérieur maintenant des victoires qui s'enchaînent. Toi, tu retrouves justement aussi cette force collective qu'on voyait notamment la saison passée? Tout à fait. En plus, Pierre Lessimilou qui revient. La saison dernière, quand il était absent, on voyait bien qu'il y avait un petit manque. Ouais. Là, en plus, il revient, donc c'est vraiment encourageant. Après, sur pas mal de matchs, on a l'impression qu'ils ont un peu de réussite quand même. Voilà, ça fait partie du bagage, quoi. Et voilà. Et puis, par contre, ils vont la chercher, la réussite. Donc, bravo. Et puis, il faut dire aussi qu'ils ont super bien recruté. Donc, ils ont un effectif assez conséquent. Voilà, le mercato d'hiver qui s'est terminé la semaine dernière. Ouais. Avec deux jeunes recrues, mais un groupe qui est stable, en fait. Voilà, c'est surtout le mercato d'été qu'ils ont fait. Donc, l'effectif est vraiment assez costaud. Je dis merci Grégory Lorenzi. Bon, très bien. On va écouter aussi Éric Roy, après le match contre Nantes, qui parle de la forme actuelle du Stade brestois. Ce soir, c'est beaucoup de satisfaction parce que l'équipe, je pense, elle a encore monté un état d'esprit irréprochable, des attitudes fantastiques par rapport au fait qu'on avait joué il y a 3 jours. Et cette capacité maintenant à switcher d'une compétition à l'autre, d'une compétition à l'autre, c'est vrai que c'est encourageant et on se rend compte que l'équipe, elle progresse aussi, donc ça, c'est bien. Voilà, une équipe en progression, selon Éric Roy. Il n'y a plus notamment, Maël, peut-être ce syndrome du match d'avant qu'on voyait en début de saison. Là, on a l'impression qu'ils peuvent enchaîner maintenant les différentes compétitions sans trop de problèmes. Alors après, on se rappelle qu'en début de Ligue des Champions, ils gagnaient tout à chaque fois derrière. Donc ils étaient déjà sur cette spirale-là de bien enchaîner les matchs. Mais en fait, ils savent switcher de compétition. Et on voit que même quand l'équipe tourne, et malgré toutes les blessures qu'il y a pu avoir, il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué, c'était un peu plus tiré par les cheveux, mais il y a toujours, encore une fois, j'insiste bien sur cette maîtrise. Cette équipe, elle dégage quelque chose d'une équipe de milieu de tableau ou de peut-être équipe qui peut aller chercher un peu plus, parce que c'est plus une équipe qui joue le maintien, quoi. Ça, c'est vraiment très clair en termes de ce qu'ils ont dans la tête, de leur état d'esprit. C'est plus une équipe comme ça. Antoine, 3 victoires de rang à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que maintenant Brest s'installe dans la première partie de tableau et peut-être affiche des ambitions qu'elle n'osait pas afficher, en tout cas en début de saison? Est-ce que ça change un peu? Ça change, c'est sûr. Alors, au niveau des ambitions, pour le moment, Éric Roy refuse à voir loin. Dans le discours, non. À parler d'Europe. Dans le discours, il parle encore de maintien. C'est pour dire, alors, je pense que dans les esprits, c'est quand même a priori derrière Brest. Mais en tout cas, ce que ça change, c'est qu'en première partie de saison, cette équipe-là, à l'extérieur, elle n'y arrivait pas. On était sur une seule victoire en déplacement, c'était à Reims, et de nombreux accidents, de nombreux faux pas face à des équipes que Brest, en théorie, face auxquelles Brest doit s'imposer si on veut, si on parle d'équipes européennes, des matchs à Angers, des matchs à Auxerre, à Montpellier, c'est des matchs où a priori on attendait mieux de ces équipes de Brest. Là, sur la deuxième partie de saison, Brest ils gagnent ces matchs-là. À domicile, ils ont joué le PSG, donc on n'a pas encore pu voir si ça se maintenait, mais bon, une équipe qui commence à gagner tous ses matchs à l'extérieur et tous ses matchs à domicile, on peut lui prétendre un bon avenir, quoi. Philippe, tu les sens capables de quoi en Ligue 1 cette saison, les Brestois? Moi, j'aimerais bien qu'ils accrochent la 5-6e place, c'est-à-dire que faire un petit peu de Coupe d'Europe encore la saison prochaine, même si c'est pas la grosse Coupe d'Europe, ça me contenterait. On rappelle, les 4 premières places sont qualificatives pour la Ligue des Champions. La 5e, c'est la Coupe la Ligue Europa maintenant, et la Ligue Europa Conférence pour la 6e place. Donc voilà, il y a avec la Coupe de France, possibilités. selon le vainqueur en Coupe de France, c'est toujours pareil. Ça peut ouvrir la 7e place, la Ligue Europa Conférence, et remonter d'un cran pour la 6e en Ligue Europa si Paris gagne. En fait, en gros, pour résumer, parce qu'il reste plus que Paris qui est dans le top 6 ou dans le top 4 pour la Ligue des Champions. Disons que Brest est la 2e équipe en Coupe de France, la mieux classée. Donc en gros, il faudrait que la 7e peut être éligible si c'est Paris qui gagne, quoi, pour résumer, quoi. Alors pour bien comprendre tout ça, on regarde justement le classement de Ligue 1 après cette 21e journée. Brest est donc 8e, mais à seulement 2 points des places européennes. Donc on voit que tout est encore possible. Il y a quelques équipes qui se tiennent en quelques points. Pour le maintien, on peut considérer que c'est fait, messieurs. Je ne sais pas si... C'est clair. Enfin, ça va jouer à 33, 32, 33, 34 certainement. Et regardez, encore une fois, on le dit chaque semaine, mais la faiblesse derrière. Montpellier a plongé. Le Havre, c'est faible, même s'ils viennent de gagner. Non, franchement, il y a Saint-Etienne, Nantes, Reims qui est en train de complètement dévisser. Attention à Reims. Donc voilà, moi je pense que Brest, ils ont strictement rien à craindre maintenant, quoi. Avec Brest qui reçoit Auxerre donc en fin de semaine, avant de se déplacer à Strasbourg pour la journée suivante en championnat. Un petit mot quand même sur la Coupe de France. On a vu le tirage au sort des quarts de finale. Brest qui jouera à domicile contre Dunkerque. C'est la 3e fois que Brest va jouer un quart de finale dans cette coupe. Philippe, toi, tu vois comment cette compétition qui n'était pas forcément attendue cette année, mais on se dit qu'il y a peut-être un coup à faire?
Oui, le tirage au sort a été assez favorable pour l'instant, mais il faut quand même se méfier de cette équipe de Dunkerque qui vient de se qualifier à Lille, quoi. Oui, donc il faut vraiment prendre cette compétition au sérieux. Un jeune gardien finistérien qui a brillé. Voilà. Et qui sera ravi de jouer à Francis Leblay. Voilà, donc non, il n'y a aucun match de gagné à l'avance, il faut vraiment sortir les crocs à chaque fois. Et t'aimerais bien croiser un petit Guingamp en demi si ça passe pour tous les deux ? Tout à fait, ou un Saint-Brieuc. Qui joue le même soir contre le PSG, attention. Oui, donc j'ai un petit choix, j'ai un petit dilemme à faire. Malheureusement, je suis obligé de faire Saint-Brieuc-Rennes, parce que si Saint-Brieuc il se qualifie, je vais le regretter toute ma vie. Bon. Saint-Brieuc-Paris. Saint-Brieuc-Paris, oui. On verra ça à la fin du mois. En attendant, il y a la Ligue des Champions quand même aussi au programme, et c'est d'ailleurs le thème de notre deuxième débat. Et on se pose la question, ce PSG version 2025 est-il tout simplement injouable ? Alors messieurs, oui, non, votre avis sur ce nouveau PSG Injouable, pour le moment, en tout cas, force est de constater que ça performe. Après, injouable, il y a des faiblesses. On les connaît avec Paris, les faiblesses, ça a beaucoup été sur la durée d'un match. Il peut y avoir des temps faibles. Et même le Brest-Paris de la semaine dernière l'a prouvé que sur la durée, le 5-2 était un peu sévère parce qu'il y a quand même eu des... Brest est revenu au score. Brest a même peut-être subi un but qui est entaché d'une petite polémique sur l'arbitrage. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un pari qui est prenable. Alors, injouable ou prenable, pour le moment injouable, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils vont gagner toutes leurs rencontres jusqu'à la fin de la saison, quoi. On verra. En tout cas, si on regarde un petit peu leur match sur le plan tactique, on a l'impression que le projet que voulait Luis Enrique, qu'on a peut-être un peu critiqué en début de saison, là, il est vraiment en train de prendre forme. Ouais, après, attention, Paris, c'est quoi leur saison ? Paris, ils la jouent en mars, en avril, en mai. C'est quand la Ligue des Champions, ça va commencer à s'élever, s'ils passent en l'occurrence. Donc, je ne sais pas si on peut... Ils sont tellement au-dessus en Ligue 1 que c'est pas vraiment un débat. La Coupe de France, n'en parlons même pas. Ils ont galéré quand même au premier tour, sur la première phase en Ligue des Champions. Ils ont perdu contre les gros. Donc moi, Paris, je m'emballe pas comme je les ai pas enterrés au début. Maintenant, pour injouable ou pas injouable, moi je pense que c'est une équipe c'est la limite en fait d'un match aller-retour. Je pense que sur 2 matchs, ce sera très 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 compliqué pour Brest. En fait, je pense que Brest est capable de faire un coup sur un match, comme on l'a vu par le passé contre Paris la saison dernière. Ils étaient capables de les accrocher sur un match, les faire douter. Mais je pense que sur deux, c'est compliqué. Ce sera très compliqué à mon avis sur 2. Philippe, le PSG, est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui auraient préféré peut-être un autre adversaire pour Brest en barrage ? Ouais, j'aurais préféré le Benfica Lisbonne, ça pourrait faire un petit tour à Lisbonne. Voilà. Après, le moins jouable n'est pas le mot qui convient, parce qu'on va les jouer, donc ils sont jouables. Ouais. Mais c'est le moins battable qu'il fallait dire. Ouais. Oui. Donc, non, on a actuellement, c'est vrai qu'ils n'ont jamais été aussi bons que maintenant, ouais. Mais bon, peut-être qu'on a 2 chances sur 10, donc les chances, il faut les prendre. Saint-Brieuc avait peut-être une chance sur 10 de battre Nice, ils l'ont pris. C'est jamais acquis d'avance. Voilà, dans le football, mais comme dit Maël, sur 2 matchs, c'est plus dur. C'est sûr. Sur un seul match, ça aurait été plus confortable. Mais... Contenir Dembélé, peut-être. Alors justement, Dembélé, on va s'intéresser à son cas, puisque en ce moment, c'est vraiment le joueur numéro 1 dans cette équipe. On le voit ici à l'image, il marque but sur but. Il en est à 13 depuis rien que le mois de janvier. C'est vraiment l'arme fatale en ce moment. On l'avait vu d'ailleurs à Francis Leblay, tu le rappelais Antoine. Ouais. C'est un joueur qui avait déjà beaucoup de choses. Là, avec en plus l'efficacité devant le but, il a tout. C'est globalement ce qui lui manquait, parce que c'est un créateur d'occasions assez hors pair dans son registre dans le monde. Même d'ailleurs, tous les chiffres que tu évoques, c'est actuellement ce qui se fait de mieux en Europe, meilleur buteur sur tous les championnats. Et effectivement, l'efficacité, la finition, la régularité, il y a eu aussi les blessures, là ça va, il touche du poids depuis le début de saison, mais c'est surtout, parfois, on lui reprochait un manque d'intelligence dans son jeu, sur le dernier geste et tout ça. Là, on a l'impression de voir un finisseur comme rarement il a affiché dans sa carrière. Il a eu des périodes un peu plus fast. Là, honnêtement, 13 buts, je crois que c'est déjà le total sur l'ensemble de l'année 2024. Il a déjà battu depuis un mois qui marque but sur but. Donc, c'est évidemment l'arme numéro 1 du PSG. Pour et puis, des buts sur but, c'est des doublés, des triplés. Enfin, ça ne s'arrête pas, quoi. Encore contre Monaco en fin de semaine dernière. Maël, pour toi, c'est vraiment l'atout numéro 1 pour Paris, parce que, on sait qu'ils ont perdu beaucoup de stars ces dernières saisons. Il y a eu Messi, il y a eu Neymar, il y a eu Mbappé. Là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est peut-être lui qui reprend en main ce côté star et efficace, quoi. T'as tout dit, en fait. C'est l'atout numéro 1 aujourd'hui. Moi, avec Dembélé, quel âge que je crois que t'as fait un papier sur lui 27 là. ans. 27 ans. Et 27 ans, quand même, déjà. Moi, on l'a entendu tellement de fois. Dembélé, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Moi, je me rappelle à Barcelone. Il a une période à Barcelone où, justement, ils étaient dans le creux. Ils sont repartis grâce à Dembélé. Et on disait, ça y est, le grand joueur Dembélé est parti. En fait, quand il est en pleine possession de ses moyens et surtout qu'il joue le jeu, enfin, qu'il vraiment, il apporte tout ce qu'il doit apporter, c'est un ballon d'or en puissance. Par contre, ça peut être un ballon de plomb aussi, ce mec-là, des fois. Non, mais sans rire, parce qu'il y a des fois, il se blesse beaucoup.
beaucoup, il y a défensivement beaucoup moins d'efforts, il y a beaucoup moins de stats, et puis regardez le nombre de fois qu'il a été critiqué. En fait, il a été encensé autant qu'il a été critiqué, ce joueur-là. Donc sur le talent pur, rien à dire, c'est effectivement le talent numéro 1 et l'atout numéro 1 du PSG. Mais attention, Dembélé, les creux, ils peuvent venir aussi, quoi. Alors on parle de Dembélé, c'est pas le seul. Philippe, je sais pas si tu connais un peu l'effectif parisien cette année. Ils ont d'autres joueurs offensifs qui peuvent faire très très mal. Si on parle de Barcola, par exemple. Kvaratskhelia, le Géorgien qui vient d'arriver. Ramos, peut-être. Qui va s'essayer à donner son nom de famille en entier? Kvaratskhelia. Voilà. Mais bon, il profite aussi du collectif actuel du Paris Saint-Germain, que tout le monde est en pleine bourre aussi, tout le monde est dans le bon sens, un petit peu comme Brest la saison dernière. Donc c'est vrai que là, il est beaucoup moins maladroit qu'avant. C'est pour ça que ça marche bien. Et il a peut-être progressé aussi dans son jeu. Alors une petite stat aussi qui n'est pas forcément en faveur de Brest, c'est que ces dernières années, même depuis plusieurs décennies, Brest ne gagne quasiment jamais contre Paris. Messieurs, je ne sais pas si cette stat vous inquiète ou pas, plus que ça. Mais c'est pas surprenant en fait. Il n'y a pas de surprise. Paris est tellement au-dessus. Et Brest a longtemps été aussi en deuxième division. C'est ça. Des affrontements, donc il n'y avait pas photo. C'est sûr, n'importe quelle époque, Paris a toujours été un club avec plus de moyens que Brest. Je crois que tu avais retrouvé le nombre de matchs, 42 matchs, seulement 4 victoires pour Brest en 42 matchs. Et d'ailleurs, 30 d'affilée, là, ce sera le 31e. Et depuis 85, je ne sais pas si tu y étais. Je le venais. Déjà. Bien sûr. Une autre époque, un autre club de Brest. Enfin, c'est des séries qui font mal quand on les entend parce qu'en fait, tous les clubs, même plus modestes, ont à un moment, au cours des années 2010, Paris, ils ont souvent lâché 2-3 défaites par an. Et bon, c'était l'occasion pour des clubs de se mettre en valeur. Jamais Brest, quoi. Donc bon, peut-être mardi, on ne sait pas. Toute série peut prendre fin. Oui. Ouais, on peut dire que c'est le chat noir, mais je pense que les joueurs de Brest, ils ne pensent pas à ça. Oui. Non. Et c'est ça qui est bien, quoi. Comment tu vois ce match aller, toi, Philippe? Je pense que ça peut être comme très serré, ce match aller. Moi, je rêve d'un 1-0 pour Brest. Ah oui. Ouais, et puis dans l'ambiance survoltée du Roux-de-Roux, on a l'impression que les Brestois, Roux-de-Roux, ils surperforment, quoi. C'est vraiment leur jardin, quoi. Et donc, j'ai une petite croyance quand même sur le match aller. Je me dis 1-0 match aller, 0-0 match retour, ça ferait mon bonheur. Mais même si tu fais 0-0 à l'aller, en tout cas que tu perds pas à l'aller, tu mets un peu le doute dans l'esprit parisien. Même si le retour est au parc, c'est pas simple. Puis on avait fait 2-2 là-bas. Exactement, c'est pour ça. Faut pas perdre le match aller, je pense. On a un petit espoir quand même. Ouais. Bon, rendez-vous mardi soir pour voir ça de plus près. Et on va s'intéresser maintenant à un joueur en particulier qui fait l'objet de notre troisième débat. Et il se nomme Ludovic Ajorc. C'est côté brestois, on a parlé Dembélé à Paris. À Brest, on a Ludovic Ajorc qui marque but sur but aussi en ce moment. C'est le joueur le plus efficace du moment. Et la question se pose, est-il l'arme fatale pour le Stade brestois, pour gêner le Paris Saint-Germain? Alors Antoine, est-ce que tu le penses capable d'influer sur le résultat de cette double confrontation contre Paris? Est-il le Dembélé brestois? Non. Voilà. Mais en revanche, est-il au top de sa forme dans sa carrière? Ça, c'est peut-être le cas. Là, ça fait effectivement 5 matchs d'affilée en Ligue 1. Il y a eu un but refusé aussi contre le Real Madrid oui, c'est vrai. Qui est vraiment refusé d'un rien et qui était un mauvais geste. Mais dans la palette technique actuelle, dans tout ce qu'il propose, dans les efforts qu'il donne, il est extrêmement généreux. Partout, sur tous les fronts du terrain, de l'attaque notamment. Il dépanne énormément sur les coups de pied arrêtés. C'est le joueur majeur de ce début d'année là pour le Stade brestois, et devant le but, effectivement, c'est un joueur qui n'en rate pas beaucoup, et on peut penser que dans ce genre de match, Brest n'en aura pas beaucoup. Donc si c'est au bout du pied Ludovic Ajorc, il sera précieux, ça c'est une certitude. Maël, pour toi, c'est vraiment un profil qui peut déranger la défense du PSG? Oui, parce qu'il a un profil non pas atypique, mais il n'a pas le profil de sa taille, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément qu'un joueur de surface qui met la tête, donc 1m96. Mais là, je regardais juste avant de venir, c'est 10 buts, toutes compétitions confondues, et 5 passes. Donc ça veut bien dire que c'est un joueur qui participe au jeu aussi, qui est bon aussi en appui, en relais, qui décroche aussi un peu. Donc avec les joueurs de couloir qu'à Brest, qui eux ont cette palette-là, notamment avec Fèvre qui revient bien là en ce moment, je pense que ça peut être un attaquant. L'attaquant qui peut embêter Marquinhos et Pacho, je pense, ça se profile là un peu, parce que c'est des joueurs qui vont au combat, quoi. Mais je ne sais pas s'ils aiment beaucoup les joueurs qui dézonent. Ouais, Pacho, justement, l'autre jour, moi j'ai trouvé je crois qu'il y a 9 cm d'écart. Pacho doit être à 1m87. J'ai trouvé que dans le duel avec Ajorc, il avait beaucoup
beaucoup souffert et on l'a revu après contre Monaco. Là, il a aussi souffert un petit peu contre Biarritz, même si Paris s'en sort. Mais les grands attaquants comme ça, un peu longiligne, puisque tu disais que c'est pas que un joueur du profil de sa taille, mais par contre, c'est vrai que genre, l'une de ses grandes forces quand même, c'est les duels aériens. Et dans la déviation, comme dans tout simplement les. Ça, il est pas maladroit, balle au pied. Ouais, c'est sûr. Dans le jeu de tête, et ni balle au pied, ni dans le jeu de tête. Mais c'est sûr que dans le duel aérien, je pense qu'il ressort toujours de ces matchs avec un bilan positif au niveau des duels aériens. En tout cas, il en aspire énormément, quoi. Philippe, il te plaît, ce joueur qui a mis un petit peu de temps peut-être à s'imposer sur le front de l'attaque brestoise cette saison. Il est arrivé l'été dernier. Quand tu le vois jouer actuellement, là, est-ce que tu es en admiration ou est-ce que tu attends encore plus de lui peut-être ? Moi, j'ai l'impression qu'il est vraiment au top niveau actuellement. Il est complet dans tous les domaines, il fait pivot, il défend beaucoup, et en plus, il est efficace. C'est ce qu'on demande à un attaquant. Non, j'ai l'impression qu'il est vraiment à l'apogée de sa carrière. Je pense qu'il est tombé dans le bon club aussi, où tout se passe bien, il y a une super ambiance, et il doit se fondre là-dedans. Donc, non, pour l'instant, c'est parfait. Je pense que ça serait dur de faire mieux qu'actuellement. D'accord. J'ai une question parce que c'était la question qu'on avait, qu'on se posait ici en début de saison. Il y a eu une déception de la part des supporters de voir Mounier partir parce qu'il avait pris sa place et ils ont voulu à tout prix qu'il reste. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, le supporter que tu es, est-ce que tu préfères avoir Ajorc que Mounier ? Oui, je préfère largement Ludovic Ajorc, qui partit beaucoup plus au jeu, il défend beaucoup, et puis il n'est pas maladroit au pied. Non, je préfère quand même Ludovic Ajorc. Donc Brest n'a pas perdu au change, quoi. Ils ont gagné. Ouais. Tout simplement. Il en est à 9 buts en championnat. Alors, pas encore en Ligue des Champions, mais on se rappelle justement de ce but refusé contre le Real Madrid. Antoine, en Ligue des Champions, on sait qu'il y a forcément une pression différente. Sur un barrage comme ça, est-ce que Ludovic Ajorc peut se révéler peut-être à ce niveau-là ? On sait qu'il vient d'Allemagne où il a moins marqué pendant 2 saisons. Là, avec Brest, est-ce qu'il peut se révéler comme ça sur la scène européenne ? Se révéler, je ne sais pas si tu penses à sa suite de carrière ou en tout cas là, il ce qu'il fait depuis le début de saison en Ligue des Champions, pour moi, c'est à la hauteur complètement de ce que fait le Stade Brestois. Il n'a pas du tout raté de rencontre. Il a même brillé, notamment à la passe. On se souvient de la passe exceptionnelle pour Sima à Salzbourg. Il a eu quelques occasions, moins en fait, c'est vrai, en Ligue des Champions. Est-ce qu'il a peut-être été plus attendu ? Est-ce que Paris aussi mettra en place un plan anti-Ajorc ? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que c'est des rencontres. Lui, c'est pas le genre à passer à côté de ses matchs. Globalement, même s'il touche parfois un peu moins de ballons, mais s'il est plus muselé, et dans tous les cas, il est toujours précieux. Alors après, c'est au nombre d'occasions qu'il pourra se créer, quoi. Son but, juste un truc sur son but qu'il met contre le Real, qui est refusé. Enfin, ça se joue à très peu de centimètres. C'est un bout d'épaule. Mais par contre, son but, c'est vraiment l'exemple type de ce qu'on disait tout à l'heure sur son profil. C'est-à-dire qu'il a déclenché très vite sa frappe. C'est pas un attaquant pâteau, machin. Il déclenche très vite sa frappe et franchement, c'est sa palette aussi, quoi. Au-delà de cette double confrontation contre Paris, est-ce que vous le voyez comme un buteur de Ligue 1, par exemple, capable d'en mettre 15 à 20 sur une saison ? Alors, il s'en était approché avec Strasbourg il y a quelques années. Est-ce que vous le voyez comme ça, comme un goléador potentiellement sur une saison ? Pour moi, oui, parce que là, je pense qu'il a dépassé les 50 buts en championnat. Comme tu dis, les saisons. Il a fait 2 saisons à Strasbourg. Je crois que sa meilleure est peut-être à 16. Oui. Pour moi, c'est typiquement le genre de buteur qui, en plus de ça, peut durer dans le temps aussi. Là, il a une trentaine d'années. C'est un profil qui fait que c'est pas un attaquant qui va jouer dans les espaces et tout ça et qui peut voir vite sa vitesse dans le déclin. Là, moi, je vois bien Ajorc que s'il choisit de rester en Ligue 1 pour les prochaines saisons, facilement, refaire des exercices à 10 buts, moi, ça me choque pas du tout, jusqu'à 35, 37 ans peut-être. D'accord. Il a 9 buts déjà, donc il les atteindra les 15 logiquement, sauf si souci physique, mais je vois pas comment ça pourrait pas se faire cette saison, quoi. Très bien, affaire à suivre, comme on dit. Peut-être dès cette semaine ou la semaine prochaine en barrage. Toi, tu mets sur lui, Philippe. Entre 10 et 15 buts, je pense qu'il peut les faire facilement. Et puis, tout dépend aussi dans quel collectif il est. Actuellement, le collectif de Brest fonctionne bien. L'attaquant de pointe, souvent, est tributaire des autres joueurs. Donc, pour l'instant, le collectif est excellent. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. On suivra ça évidemment au quotidien et notamment sur le telegram.fr, rubrique Stade Brestois, tous les jours, l'actualité en temps réel du Stade Brestois, et Dieu sait qu'elle est fournie en ce moment, donc n'hésitez pas à aller consulter ça en temps réel. Philippe, un dernier mot sur ton programme là, des semaines à venir. Il va être très chargé aussi entre Brest, les autres clubs, la Coupe de France, la Ligue des Champions. Semaine, demain, T'as fait ton calendrier là, ça y est ? 4 matchs cette semaine, quoi. J'ai de quoi m'occuper, donc demain c'est la Ligue des Champions. Oui. Vendredi, je reviens à Le Blé contre Auxerre. C'est ça.
Samedi, j'ai un petit Guingamp-Metz quand même qui peut être intéressant parce que si Guingamp gagne, ils peuvent rêver aussi. Et qui est aussi en Coupe de France, hein, Guingamp toujours. Et aussi, donc une petite finale Guingamp-Brest. Là, je serai embêté. Et puis après, dimanche, j'ai un petit Rennes-Lille. On va voir le renouveau rennais. Même s'ils font un nul contre Lille, ce sera toujours ça. Ok, très bien. Donc j'ai de quoi faire. Bon, rien qu'au mois de février, après on verra. Après on verra, ouais. Je vois pas trop loin. Après, c'est mercredi après, c'est Paris-Brest. Oui, alors ça, après, c'est mercredi après. Quand tu as des semaines à 4 matchs, tu regardes une semaine par une semaine. Ouais, c'est ça. L'agenda est fourni. Les matchs les uns après les autres, c'est comme ça qu'on dit. Merci d'être passé par notre émission pour nous en parler. Et puis on se recroisera dans les stades très bientôt. Merci à vous aussi, messieurs, d'être venus parler de ce grand moment de l'histoire du Stade brestois à vivre ces 2 prochaines semaines. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. On sera entre les 2 matchs. D'ici là, excellente fin de semaine.